Bonjour et shalom pour ce nouveau magazine hebdomadaire d'analyse géopolitique intitulé Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient. Eh bien, nous avons choisi de nous pencher aujourd'hui sur la montée des tensions au Moyen-Orient et particulièrement dans le Golfe Persique où les incidents maritimes se succèdent, tous fomentés par l'Iran et ses alliés. Et ce, à l'heure où l'administration Trump, qui a encore durci les sanctions économiques et financières contre Téhéran, a décidé de renforcer de manière très significative son dispositif militaire à la fois aérien et naval dans cette région. Rappelons quelques données de référence pour situer notre analyse. Tout d'abord, après l'annonce par les Iraniens qu'ils avaient repris leurs activités d'enrichissement d'uranium, ou qu'ils allaient le faire en tout cas, et suite à une série de menaces tous azimuts et réitérées de leur part contre les États-Unis et Israël, cette nouvelle montée des tensions entre Téhéran et Washington a eu pour conséquence presque immédiate un renforcement très significatif du déploiement militaire américain dans toute la région où le Pentagone a dépêché une escadrille de bombardiers lourds de type B-52 ainsi que plusieurs navires de guerre équipés de lance-missiles balistiques de gros calibre, dont 2 porte-avions massifs avec toute leur armada de chasseurs bombardiers. Seconde remarque, il faut rappeler que ces forces de l'US Army ont été transférées dans le Golfe Persique après que les services de renseignement américains aient identifié des mouvements inhabituels de missiles balistiques iraniens, dont certains installés sur le territoire irakien, en préparation de plusieurs lancements. En fait, Trump demande aux Iraniens d'entamer des négociations sur un nouvel accord nucléaire, tandis que Téhéran exige de Washington des excuses, ni plus ni moins, pour avoir renoncé à l'accord nucléaire conclu le 14 juillet 2015 à Vienne entre l'Iran et les 6 puissances mondiales. Et alors que les deux camps sont engagés jusqu'au cou dans une surenchère de menaces, d'actions et de représailles, le risque semble apparemment élevé d'un affrontement direct. Ainsi, Washington a mis un terme aux exemptions ayant permis à 8 pays, à savoir la Chine, la Corée du Sud, la Grèce, l'Inde, l'Italie, le Japon, Taïwan et la Turquie, d'acheter du pétrole à l'Iran sans risquer de sanctions américaines et a imposé aussi de nouvelles mesures contre les secteurs iraniens de l'aluminium, du cuivre, du fer et de l'acier. À cela s'ajoute aussi la décision de l'administration Trump, voilà moins de 2 mois, de considérer les gardiens de la révolution comme une organisation terroriste. Troisième donnée, de surcroît, les Iraniens et leurs supplétifs des Houthis au Yémen sont passés à l'action dès la semaine dernière quand 2 stations de pompage appartenant à la compagnie pétrolière nationale Saudi Aramco et qui sont situées sur un important pipeline pétrolier saoudien qui achemine le pétrole depuis les gisements d'or noir de l'Est vers l'Ouest et le port de Yanbu sur la mer Rouge, et bien depuis que ces 2 sites ont été bombardés par des drones partis en principe du Yémen. Et ce, 2 jours après que 4 pétroliers, dont 2 saoudiens, aient été sabotés devant le port de Fujairah, qui est dans le golfe d'Oman, de pétroliers appartenant aux Émirats Arabes Unis, ou plutôt ce port appartient, excusez-moi, aux Émirats Arabes Unis, alors que les 4 navires en question voyageaient dans les eaux internationales à la sortie du détroit d'Ormuz en direction de l'océan Indien. Rappelons aussi, puisque ce n'est pas la première fois qu'il y a de tels affrontements, que le 25 juillet 2018, voilà presque 10 mois, 2 pétroliers saoudiens voyageant dans le sud de la mer Rouge avaient été attaqués à Hodeidah, au nord du détroit de Bab al-Mandeb, par des rebelles Houthis du Yémen à la demande de l'Iran. Or, il est fort probable qu'au moins une de ces 4 dernières attaques de la semaine dernière ait été perpétrée par les forces spéciales de l'unité d'élite des gardiens de la révolution islamique, Al-Quds, alors que les autres attaques l'ont été en principe par les Houthis yéménites. Un dispositif iranien qui est avec donc des supplétifs à la fois en Irak et dans l'ensemble du Golfe Persique, qui est prêt à être concrètement utilisé contre d'autres cibles de l'Iran, notamment les forces américaines dans la région et bien sûr Israël. Escalade supplémentaire dans la nuit du 19 au 20 mai, eh bien une roquette a été tirée à Bagdad par des milices chiites pro-iraniennes non loin de l'ambassade américaine dans la capitale irakienne, ce qui constitue, je dirais, une escalade supplémentaire. 4e remarque, le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, devait répéter le 10 mai dernier à la chaîne CNBC américaine, je cite, « Le renforcement de la posture militaire des États-Unis dans le Golfe arabo-persique vise à permettre de répondre à toute attaque contre les intérêts américains n'importe où au Moyen-Orient. »
Ce après quoi John Bolton, le conseiller de Trump en matière de sécurité, a ajouté « Notre réponse sera appropriée qu'il s'agisse d'attaques menées par une force iranienne ou par une entité contrôlée par les Iraniens. » Fin de citation. Quant au président Trump, il a tweeté au lendemain de cette nuit où donc une roquette a été tirée à Bagdad, non loin de l'ambassade américaine, « Si Téhéran veut la guerre, eh bien ce sera la fin du régime iranien. » Fin de citation. Et il y a aussi un autre élément. De son côté, l'Iran a indiqué qu'il agirait pareillement contre les forces américaines déployées au Moyen-Orient et qu'il suspendrait certains de ses engagements pris dans le cadre de l'accord sur son programme nucléaire. Enfin, dernière remarque, il semble bien que l'Iran fasse volontairement monter les tensions en misant sur le fait que les États-Unis ne veulent pas ou ne voudraient pas d'une guerre et qu'ils ne prendront pas des mesures sérieuses de rétorsion. Car pour Téhéran, contrairement à la situation des précédentes guerres du Golfe en 91 et en 2003, lors desquelles les forces de l'OTAN et de l'Australie se sont battues aux côtés des États-Unis, eh bien cette fois, il existe aujourd'hui une très forte opposition à ce type d'engagement armé de la part des pays européens, membres de l'OTAN, en particulier de la France, de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne, qui avaient signé l'accord nucléaire avec l'Iran en 2015, qui les engageait, y compris après le retrait américain de ce pacte. Or, il se pourrait qu'on assiste en ce moment, c'est d'ailleurs une formule qui a été employée peut-être de manière alarmiste, mais en tout cas, on l'a lu, on l'a vu par plusieurs commentateurs, on assisterait au début d'une troisième guerre du Golfe, car les États-Unis de l'énergique Donald Trump ne peuvent pas se permettre de subir sans agir ce genre d'humiliation de la part de Téhéran. Et de fait, cette attaque contre les navires saoudiens, tout comme le tir de roquettes à Bagdad, fournit à Trump un motif de riposte énergique contre Téhéran qui pourrait viser des cibles iraniennes, comme par exemple le port depuis lequel les assaillants ont attaqué ces pétroliers, ou bien encore les installations nucléaires iraniennes. Il faut comprendre en effet que pour Washington, les dommages causés à ces pétroliers saoudiens circulant dans les eaux internationales du détroit d'Ormuz portent atteinte à l'ordre économique et politique mondial, car ce type d'incident risque d'ébranler l'économie planétaire en faisant beaucoup monter les prix du pétrole, ainsi que les tarifs des assurances maritimes, avec à la clé des augmentations en chaîne de toute une série d'autres produits. Ce qui porterait sans doute un coup fatal aux économies de l'Arabie Saoudite, du Koweït et des Émirats Arabes Unis. Il est donc envisageable que la situation se détériore, voire même dégénère, en éventuelle guerre régionale ou à défaut en affrontement direct entre les États-Unis et l'Iran. Alors pour parler aujourd'hui avec nous de tout cela, dans le studio, le docteur Meir Masri. Bonjour et shalom Meir. Meir, vous êtes docteur en géopolitique, un doctorat que vous avez obtenu à Paris 8 en vous penchant sur les relations secrètes entre Israël et les chrétiens du Liban. Vous êtes aujourd'hui maître de conférence à l'Université hébraïque de Jérusalem avec comme spécialité l'analyse des conflits et des dossiers du Moyen-Orient. Et puis vous êtes aussi président du Middle East Pact, une ONG basée à Paris et qui œuvre à l'intégration régionale d'Israël dans le Moyen-Orient. Et vous êtes aussi l'auteur de plusieurs ouvrages spécialisés sur cette région. Alors la première question qui tombe sous le sens après notre présentation, c'est de vous demander: est-ce que vous pensez, vous, que l'on se dirige bel et bien vraiment vers un clash entre l'Amérique et l'Iran ? Honnêtement, non. Et je vais vous dire pourquoi. Tout d'abord parce que l'Iran n'a pas les moyens de faire face aux États-Unis. L'Iran est tout d'abord une puissance isolée. Quand on regarde la carte, et vous avez une belle carte derrière vous, on s'aperçoit assez rapidement que l'Iran est entouré de pays qui sont alliés avec les Américains. Soit ce sont des pays où il y a des bases militaires américaines, soit ce sont des pays qui ont des accords de défense commune avec les États-Unis. Alors je pense à l'Irak, je pense à l'ensemble des monarchies du Golfe où il y a des bases militaires américaines, je pense au Turkménistan, à l'Azerbaïdjan, au Pakistan, à l'Afghanistan, pays où il y a encore aujourd'hui des soldats américains. Et je pense également à la Turquie, qui est un État membre de l'OTAN. Alors, une fois qu'on a cette carte en tête, on se pose la question assez rapidement comment l'Iran pourrait s'attaquer aux intérêts américains. Donc, sur le sol américain, ça paraît invraisemblable, mais encore moins au Moyen-Orient. Le deuxième élément, c'est que l'Iran a très peu d'alliés au Moyen-Orient, contrairement aux apparences. Les alliances régionales de l'Iran sont assez précaires, finalement.
parmi les alliés de l'Iran, et bon, il y a l'Irak, hein, où il y a justement on des aime bases bien dire, américaines. mais l'Irak est un pays très proche des Américains. L'Irak est l'un des rares pays du Moyen-Orient qui respecte les sanctions imposées par Washington contre les Iraniens. Donc si c'était vraiment un allié, je veux dire... Il y a quand même des missiles iraniens sur le sol irakien. Alors il y a des milices, il y a notamment la milice et des missiles. Le Hajj al-Shaabi, qui est la milice soutenue par l'Iran pour faire face au groupe État islamique dans le nord de l'Irak. Mais cela ne suffit pas pour faire de l'Irak un allié inconditionnel de l'Iran. Et il n'y a rien de plus inexact. L'Irak est aujourd'hui un pays proche des États-Unis. C'est la première visite de l'actuel Premier ministre irakien a été à Riyad et non pas à Téhéran. Les Iraniens ont coupé l'électricité au sud de l'Irak pour punir les Irakiens d'avoir justement voté pour une liste qui n'était pas pro-iranienne. Et par conséquent, c'est une alliance qui est extrêmement précaire. Parmi les pays aussi avec lesquels l'Iran a traditionnellement eu des relations privilégiées, il y a la Russie qui est une puissance régionale, si j'ose dire, puisque pendant très longtemps, l'Iran avait une frontière terrestre commune avec l'URSS. Et puis, la Russie n'est pas très loin de l'Iran. Et puis là encore, on s'aperçoit que c'est une alliance précaire, que la Russie coordonne avec Israël l'action de l'armée israélienne en Syrie, que la Russie coopère pour tout ce qui concerne l'endiguement du rôle militaire iranien en Syrie, et que sur beaucoup de dossiers, il y a des désaccords assez importants entre Téhéran et Moscou. Il y a aussi l'Arménie qui est un pays assez proche de l'Iran pour des raisons géopolitiques que nous pouvons imaginer, pays sans accès à la mer, avec des relations assez conflictuelles, aussi bien avec l'Azerbaïdjan qu'avec la Turquie, et puis finalement on se rend compte que même l'Arménie a des relations assez fortes avec l'Occident, avec les États-Unis, où il y a une forte diaspora arménienne. Les organisations... Donc qu'est-ce qui reste en fait à l'Iran ? Il reste une série de milices et d'organisations terroristes, et puis là encore, si ces organisations ne sont pas chiites, si ces organisations ne sont pas soutenues de façon totale par l'Iran, et bien là aussi on va avoir des clivages. Je pense notamment au Hamas, où il y a traditionnellement un clan opposé à l'Iran, au sein même du Hamas, qui est un clan sunnite intégriste. On sait très bien que le Hamas est une organisation idéologiquement affiliée au mouvement des frères musulmans. Les frères musulmans en Syrie sont massacrés par le régime de Bachar el-Assad et font partie des piliers de la révolution syrienne. Donc il reste quoi finalement ? Il reste le Hezbollah, il reste les Houthis au Yémen, et là ce ne sont pas vraiment des alliés, ce sont des mercenaires. Et par conséquent, l'Iran est à la fois une puissance isolée, une puissance encerclée au Moyen-Orient, notamment par les Américains, et puis deuxièmement une puissance moyenne qui n'a que des alliances précaires en fin de compte. Alors il serait peut-être plus exact, plutôt que de parler des risques d'un affrontement direct entre l'Iran en tant qu'État, puissance militaire relativement donc isolée, et les États-Unis, de parler d'une guerre ou plutôt d'affrontement ou d'incident par proxies, comme on dit, ou par milices supplétives interposées. C'est ce qui se passe actuellement. C'est exactement ce qui se passe actuellement. Je veux dire, on n'a pas besoin d'avoir plus que cela. Mais moi, j'ai envie de dire une chose. Premièrement, pourquoi l'Iran aurait aujourd'hui intérêt à ouvrir un nouveau front de confrontation avec une puissance mondiale, avec les États-Unis, alors que ce régime des sanctions qui est aujourd'hui de retour existait déjà par le passé. Ce régime a été décrété en 1995, il a été levé en 2015 de façon très graduelle, et d'ailleurs il y avait encore des sanctions au moment de l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, et pendant 20 ans ce régime des sanctions existait, entre 1995 et 2015. Donc ça n'a pas été à l'origine d'une quelconque confrontation ouverte entre Téhéran et Washington. Moi, je pense que cette surenchère est tactique pour le régime iranien. Le régime iranien essaye de mener la bataille. Il est essoufflé, il est engagé sur plusieurs théâtres d'affrontements au Moyen-Orient, et il perd de sa crédibilité. Il perd de sa crédibilité parce qu'il a toujours expliqué à la communauté internationale que non seulement
il n'était pas à la recherche d'une acquisition de l'arme nucléaire, mais surtout que selon sa doctrine de gouvernance, la doctrine de Velayat et Faqih, du pouvoir du plus savant en religion, eh bien, il considérait que l'arme nucléaire était contraire à la charia, parce qu'elle faisait beaucoup de morts et de façon systématique, sans aucune distinction, etc., et que c'était contraire à l'esprit de l'islam. Donc, quand aujourd'hui on a des menaces de la part du régime iranien ou de la part de personnages de second rang, disant que l'Iran allait avoir la bombe, et que ces gens-là ne sont pas mis à l'ordre par le guide suprême Khamenei ou par le président de la République Rouhani, eh bien, ça veut dire quand même qu'il y a un manque de crédibilité. Parce que dire que c'est contre la charia et vient aujourd'hui dire que la levée, le retour du régime des sanctions pourrait avoir pour conséquence l'armement ou la militarisation de l'Iran, l'armement... l'acquisition par l'Iran d'armes de destruction massive, cela met en doute complètement tout ce qui a été dit auparavant. Alors justement, cette contradiction que vous notez, il y a une question qui se pose centrale. Est-ce que l'acquisition de la bombe nucléaire par l'Iran n'est pas, je dirais, un outil incontournable pour appuyer les volontés déjà mises en acte hégémoniques de l'Iran dans la région? C'est-à-dire que ce n'est pas simplement... Il y a un débat religieux que vous citez, mais au niveau stratégique, il semblerait que toute cette marche de l'Iran vers le nucléaire a comme, disons, objectif d'appuyer, avec des armes fatidiques, d'appuyer les ambitions hégémoniques de l'Iran. Et se pose d'ailleurs une autre question subsidiaire, puisqu'on parle de cela, c'est pourquoi, si tant est que les Iraniens ne veulent pas et ne peuvent pas supporter un affrontement éventuel direct avec les États-Unis, pourquoi alors ont-ils refusé tout dialogue avec Washington tant que les sanctions ne seraient pas levées? Il y a des ratés dans la position officielle iranienne. Moi, je pense que les deux questions se rejoignent. L'Iran cherche à s'intégrer au sein de la communauté internationale, mais à s'intégrer selon ses propres conditions, avec son propre programme, avec son projet d'expansion régionale, et avec une vision assez radicale, assez extrémiste concernant un certain nombre de conflits régionaux. Et la question de la surenchère face aux Américains, la question de la militarisation de la République islamique d'Iran, et ce sont en fait des cartes de surenchère. Et ce n'est pas la première fois que l'on voit cela. Alors, on l'a vu avec la Corée du Nord aussi. Ce n'est pas un cas très différent, mais on l'a vu aussi avec la Libye de Kadhafi par le passé, qui a négocié son entrée au sein de la communauté internationale. On sait que la Libye a été pendant très longtemps isolée, subissait un régime de sanctions très sévère, et finalement ça a marché. Ça a marché puisque le colonel Kadhafi s'est engagé à renoncer à son projet d'armement nucléaire, a détruit son programme avec sous la supervision d'inspecteurs internationaux, et en contrepartie il a été réintégré au sein de la communauté internationale. Ça n'a pas beaucoup servi puisqu'il a été renversé quelques années plus tard. Donc, pour l'Iran, la question est assez similaire. Ce qui explique d'ailleurs qu'il y a très peu d'efforts qui sont faits par les Américains pour... Alors, il y a la rhétorique traditionnelle, il y a aussi le soutien, les rencontres avec des membres de l'opposition iranienne, avec l'ancienne famille impériale iranienne. Mais dans les faits, les Américains ne font rien pour faire chuter le régime iranien. Parce qu'ils comprennent que c'est là la véritable ligne rouge pour ce type de régime. Le régime iranien veut se sanctuariser, veut pérenniser son existence. Et c'est tout le reste, ce n'est que moyen, n'est que tactique pour pouvoir rester au pouvoir et pouvoir s'imposer aussi bien en Iran qu'à l'extérieur. Et il n'y a rien de plus prestigieux et de plus efficace que de dire qu'on a ou qu'on cherche à obtenir l'arme nucléaire. Très très peu d'États disposent de cette arme, que ce soit dans le monde. Dans le monde musulman, il n'y en a pratiquement aucun. Le Pakistan est un cas vraiment très très singulier. Il est d'autant plus lorsqu'on sait que le programme nucléaire pakistanais est en partie aux mains des Américains, qu'il y a des accords qui sont connus,
selon lesquels si le régime pakistanais venait à chuter, eh bien les Américains auraient la mainmise sur le programme, sur le projet nucléaire, sur les installations nucléaires pakistanaises. Il y a donc une série d'arrangements qui sont survenus au lendemain de l'acquisition par le Pakistan de l'arme nucléaire, qui font que la menace est amoindrie. Eh bien, comme à l'instant, dans une autre interview que vous avez accordée à la presse francophone israélienne la semaine dernière, vous aviez qualifié comme, à l'instant justement, les Iraniens de pragmatiques et à ce titre de dirigeants assez prudents et réticents à franchir certaines lignes rouges. Et pourtant, le vrai problème, on le devinait en filigrane jusque-là, c'est qu'il existe deux tendances au sein du pouvoir iranien. D'une part, une tendance radicale qui est celle des gardiens de la révolution islamique opposée à toute signature d'un nouvel accord nucléaire qui limiterait le développement justement de la bombe atomique iranienne. Ce sont des gens qui cherchent à dégrader la situation avec les États-Unis pour obliger à la levée des sanctions, à revenir à l'accord nucléaire de 2015, dont les États-Unis sont sortis. D'autre part, une autre tendance, a priori plus modérée, qui serait dirigée, entre autres, par le ministre des Affaires étrangères, Javad Zarif, qui pense que l'Iran doit accepter les règles du jeu international et ne pas risquer de violer le droit de la communauté internationale pour pouvoir tenir pendant au moins les 18 mois qui restent jusqu'aux prochaines élections américaines de novembre 2020, dans l'espoir que les démocrates, cette fois, reviennent à la Maison-Blanche et lèvent les sanctions imposées à l'Iran en renouvelant leur engagement en faveur de ce pacte de Vienne de 2015. Or, ces dernières attaques dont on vient de parler contre les pétroliers saoudiens et le tir de roquettes sur Bagdad et les autres événements qui peut-être pourraient égrener les prochains jours, ne sont-ils pas le signe que le guide suprême de la révolution iranienne, Khamenei, l'ayatollah Khamenei, soutient la tendance des durs plutôt, c'est-à-dire des gardiens de la révolution, et qu'il est prêt à mettre son pays en danger plutôt que de capituler devant le grand Satan américain? Alors, il y a là plusieurs questions. La question centrale est la suivante. Y a-t-il un clivage en Iran entre des gens qui seraient extrémistes et d'autres qui seraient plus modérés? Bon, et auquel cas, peut-on penser que quelque chose qu'un accord pourrait sortir d'un rapprochement avec ces modérés, avec ces réformistes, hein, à l'époque du président. Mais ils ne tiennent pas tous les leviers du pouvoir, les modérés. Alors, moi, ma réponse est non, parce que il n'y a pas de clivage en Iran. L'Iran est une dictature dans tout le sens du terme. Alors, il y a des élections. Le président Rouhani a été élu au suffrage universel direct, mais cela doit être expliqué. Tout d'abord, l'Iran, depuis la révolution iranienne de 1979, qui n'était pas islamique au départ, hein, c'est une révolution nationale avec la participation de libéraux, de communistes, de socialistes, de la gauche iranienne traditionnelle. Et cette révolution a été volée par la suite par les islamistes. Comme on l'a vu en Égypte avec les frères musulmans qui ont sauté sur la révolution alors qu'ils ont joué un rôle assez modeste au départ. Cette révolution iranienne dite islamique, qui a donné naissance à ce régime théocratique, terroriste, hein, puisqu'il est à l'origine d'attentats dans le monde qui sont revendiqués par ce même régime ou par des milices soutenues par le régime. Et ce régime est dirigé d'une main de fer par le guide suprême de la révolution. Le guide suprême de la révolution est le numéro 1 du régime. Alors c'était l'ayatollah étant un titre religieux chez les chiites, l'ayatollah Khomeini. Au début, oui. Et l'ayatollah Khomeini a été succédé par l'ayatollah Khamenei, sans aucune élection. Hein. Il l'a désigné comme successeur. Khamenei est arrivé après lui. Par conséquent, il y a là, le personnage clé du régime iranien n'a pas été élu. Khomeini est arrivé par la force des armes. Et c'est lui qui donne le temps. Et c'est lui qui donne, tout à fait. Alors, il y a un président de la République en Iran, il n'y a pas de Premier ministre en revanche. Le président de la République iranienne vaut un Premier ministre en France, en temps de cohabitation. Il a un certain nombre de prérogatives, mais pas en termes de défense, pas en termes de politique étrangère. Il a des prérogatives assez limitées et assez encadrées par le guide suprême. Il est élu au suffrage universel direct, mais encore faudrait-il être candidat à la présidentielle. Alors, comment devenir candidat? Pour devenir candidat, il faut que la candidature soit validée d'abord par un conseil d'experts en religion. C'est un conseil religieux. Ça s'appelle le conseil de discernement, de discernement du régime, de discernement des intérêts du régime, quelque chose comme ça.
les membres de ce conseil sont nommés par le guide suprême. C'est-à-dire que le guide suprême choisit ceux qui vont valider ou pas les candidatures des candidats à la présidentielle. Donc à partir de là, on se rend compte assez rapidement que tout est aux mains du guide suprême. Sans parler bien entendu du fait que l'armée dépend du guide et non pas du président, puisque la défense est un dossier qui relève des compétences du guide, que les gardiens de la révolution dépendent directement du guide suprême. Et donc, à partir de là, parler de modérés, mais quelle est la marge de manœuvre de ces modérés? Encore faudrait-il qu'ils existent. Donc moi, je pense que c'est là une répartition des rôles, mais que dans les faits, il y a en Iran une seule tête. L'Iran n'est pas un pays à deux têtes, n'est pas un régime bicéphale, c'est un régime à une seule tête. Et le véritable personnage clé du régime, c'est celui qui se trouve derrière vous, sur la photo. L'ayatollah Ali Khamenei. Alors, quel pourrait être, en cas de clash, disons, indirect, si la tension monte, voire d'affrontement direct? Parce que, évidemment, on fait ici, dans le studio, des analyses, on avance des éléments rationnels, mais dans des situations de crise et d'urgence, il y a toujours des dérapages de type irrationnel qui pourraient venir d'un côté comme de l'autre. Et donc, dans ce cas, quelles pourraient être les conséquences pour Israël au niveau de ces tensions? Et a fortiori, s'il y a un clash frontal, est-ce que ça ne pourrait pas glisser en cas d'erreur? Parce que finalement, des conflits aussi éclatent quelquefois dans un terrain miné quand l'un côté puis un autre fait une mauvaise interprétation de l'attitude de l'adversaire, et puis il y a une escalade qui pourrait mener à une conflagration régionale. Dans notre cas précis, entre les États-Unis, mais aussi avec le Hezbollah libanais au milieu, qui pourrait jouer un rôle provocateur sur la frontière nord d'Israël, avec son énorme arsenal de missiles. C'est un des cas de figure que redoute Tsahal. Alors là aussi, on va se reposer la question, quelle est la marge de manœuvre de l'Iran? Comment l'Iran pourrait agresser Israël? L'Iran n'a pas les moyens d'agresser Israël. Il y a eu des clashs déjà quand même. Il y a en Syrie, l'Iran qui cherche à s'installer en Syrie, mais là ça marche pas tellement, parce qu'Israël a réussi à faire face d'ailleurs d'une façon extrêmement courageuse, quand on sait que la position russe a bien évolué au fil des années. Il faut dire que la guerre civile syrienne a duré longtemps et que par conséquent la situation est passée par plusieurs étapes. Mais au début du conflit, il y a à peine 5 ans, les Russes n'étaient pas opposés à la présence iranienne en Syrie. Aujourd'hui, la situation a beaucoup évolué. Elle a évolué, entre autres, grâce aux pressions de plusieurs pays de la région, au premier rang desquels Israël. Aujourd'hui, Israël... même la revendication israélienne, je veux dire, par les exigences israéliennes. Par le passé, on parlait d'une zone tampon de 40 km, c'est-à-dire à peu près de la frontière internationale que nous avons avec la Syrie jusqu'à Damas. Et aujourd'hui, la position israélienne est absolument claire. Pas de présence d'armement lourd iranien sur le sol syrien. On a bombardé 200 missiles iraniens la veille d'une visite du Premier ministre Netanyahou, lequel a été reçu au Kremlin, accueilli sur tapis rouge par Poutine, sans la moindre protestation significative de la part de la Russie. Donc la Syrie n'est pas un terrain d'affrontement possible pour les Iraniens. Le Liban, le Hezbollah, mais il faudra aussi prendre en compte la riposte israélienne. Est-ce que l'Iran est prêt aujourd'hui à ce qu'il y ait une riposte israélienne contre le Hezbollah c'est-à-dire encaisser à la fois une attaque israélienne et une attaque américaine? Ce serait assez insupportable quand on sait le rôle important que joue le Hezbollah pour sauver le régime de Bachar el-Assad et dans la guerre communautariste qui est en cours aujourd'hui en Syrie, au Liban aussi. C'est vrai, il y a un rapport de force assez fort contre les sunnites qui sont alliés à l'Arabie saoudite, vous avez raison de le souligner. Mais surtout en Syrie, puisqu'il y a là une véritable confrontation militaire dans laquelle le Hezbollah joue un rôle clé. Donc sacrifier le Hezbollah, je veux dire, ce n'est pas vous dites ça parce que ce serait le dernier acte de guerre du Hezbollah? C'est-à-dire que le Hezbollah ne va pas disparaître, parce que, je veux dire, Israël n'emploie pas toutes ses forces dans ce type de guerre, que l'on sait coûteuse en vie humaine des deux côtés d'ailleurs. Mais je pense que le Hezbollah serait fortement affaibli, comme il a été en 2006.
et que cela aurait des répercussions sur le conflit en cours en Syrie. Et il n'est pas de l'intérêt de l'Iran de voir le Hezbollah s'affaiblir. Et il est évident que l'ouverture d'un front de confrontation avec Israël ne ferait qu'affaiblir le Hezbollah, qui est d'ailleurs plutôt calme depuis 2006. Il faut dire qu'en 2006, il y a beaucoup d'autocritique en Israël. Il y a eu une mauvaise gestion de la guerre qui a eu pour conséquence des pertes trop importantes. Mais objectivement, sur le plan stratégique, il s'agit là d'une victoire évidente. Israël a réussi en 2006 d'imposer le retour de la FINUL, des forces onusiennes, et d'instaurer une zone tampon de la frontière internationale israélo-libanaise jusqu'au fleuve Litani. Dans cette zone tampon, il n'y a théoriquement que des casques bleus, et le Hezbollah a accepté de ne pas y être présent, alors qu'il refusait avant 2006. Il ne respecte pas du tout cette résolution. Alors, il y a alors on dit qu'il y a une présence de forces de renseignement, mais en tout cas, il n'y a pas d'armement du Hezbollah et de lance-missiles dans cette zone aujourd'hui, du moins théoriquement. Ce que j'ai envie de dire ici, c'est que après 2006, la position du Hezbollah a changé. Entre 2000 et 2006, il n'était pas question du tout pour le Hezbollah et pour ses alliés d'accepter le retour des forces onusiennes et de se retirer de cette zone tampon. Ça, c'est au plan stratégique, j'allais dire, mais au plan de l'armement, malgré cette victoire, qui est effectivement une victoire israélienne en 2006, aujourd'hui, 13 ans après, le Hezbollah possède à peu près un arsenal qui a le double de missiles. On parle de 150 000 missiles, des chiffres astronomiques, et ça ne l'a pas désarmé. Ça ne l'a pas désarmé parce qu'il est soutenu par l'Iran, ça ne l'a pas désarmé parce qu'il y a des circonstances régionales, il a été surtout aussi soutenu par le régime de Bachar el-Assad pendant longtemps, il est aujourd'hui son principal protecteur, mais depuis il y a eu aussi des changements positifs d'autre part. Par exemple, le Hezbollah est aujourd'hui sur la liste des organisations terroristes des pays arabes, de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, de l'Égypte. Des décisions de la Ligue arabe ont visé explicitement le Hezbollah. Les membres du Hezbollah sont interdits de séjour dans plusieurs pays arabes, dans d'autres ils seraient arrêtés. Ils ne peuvent pas effectuer des transactions, des opérations financières dans plusieurs dans des pays justement dans lesquels il est interdit, il est considéré comme organisation terroriste. Donc, je pense que la marge de manœuvre, encore une fois, de l'Iran est extrêmement faible et elle l'est encore plus aujourd'hui. Un affrontement direct entre Israël et le Hezbollah aurait des conséquences dramatiques pour le camp pro-iranien en Syrie. Et donc, maintenant, plus sur le fond, puisque c'est l'une de vos directions de recherche, y aurait-il, en vous écoutant, disons, un véritable conflit entre sunnites et chiites au Moyen-Orient, puisqu'on voit bien que certains pays sunnites, de grands pays sunnites comme l'Égypte, l'Arabie Saoudite, la Jordanie, certains Émirats pays du Golfe sont alliés, en fait, objectivement, si ce n'est officiellement, avec Israël contre la menace iranienne, et que d'autre part, le camp chiite fourbit ses armes. Donc, est-ce que c'est une preuve de plus, c'est peut-être d'ailleurs pas forcément votre analyse, mais apparemment, c'est une preuve de plus qu'il y a bel et bien un conflit entre sunnites et chiites au Moyen-Orient. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ? Oui, alors moi, il y a un sunnite historique qui a été, bien entendu, aggravé par l'arrivée au pouvoir dans un pays comme l'Iran d'un régime islamiste chiite. Donc cela a exacerbé un vieux conflit qui était un petit peu dans les oubliettes. Conflit religieux aussi. Un conflit purement religieux entre sunnites et chiites. Sunnites étant bien entendu la majorité au sein de l'islam, entre 85 et 90%. Les chiites, c'est une minorité à l'échelle mondiale, mais une grande minorité au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, il y a 30% de chiites. Et, entre parenthèses, je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que le pouvoir islamique a toujours été aux mains des sunnites et par conséquent, les conquêtes et la colonisation islamique dans le monde s'est faite par des sunnites qui ont donc converti tout le monde au sunnisme. Et donc, plus on s'éloigne du Moyen-Orient, plus ça va être plutôt sunnite, en Afrique, en Asie, etc.
en Europe, en Turquie, Albanie. Alors que les chiites sont restés chiites au Moyen-Orient. Alors que les chiites au Moyen-Orient, ils étaient là donc avant, et donc c'est resté. Donc il y a une grande minorité, un grand bloc chiite qu'on retrouve notamment en Iran, en Irak, et puis à l'est des monarchies du Golfe, au Yémen, au Liban. Au Bahreïn aussi. Au Bahreïn, qui est un pays à majorité sunnite d'ailleurs, bien qu'étant un pays du Golfe dirigé par une monarchie sunnite. 70% à Bahreïn des citoyens, des nationaux sont des chiites. Donc le conflit existe. Mais est-ce qu'on peut tout expliquer par ce conflit ? Je pense que non. Tout ne tourne pas autour du conflit sunnite-chiite. Alors, les voisins d'Israël, notamment les Arabes, sont obsédés par les questions religieuses, par la guerre des religions, et ils ont tendance à exporter cette vision du monde à Israël et au monde. Mais tout ne tourne pas autour de ce conflit. Et lorsqu'on parle de pays, cette expression me fait toujours sourire, les pays sunnites modérés. Oui, j'allais vous poser la question. Pays sunnites modérés. D'abord, modéré, c'est un peu bizarre, comme si... Les pays sunnites modérés, ça sous-entend que quand on est sunnite, on est censé ne pas être modéré. Donc c'est un petit peu et curieux comme appellation et puis comme adjectif. Et voilà, les pays sunnites modérés, qui seraient les alliés naturels d'Israël dans la guerre contre l'Iran. C'est très caricatural parce que tout d'abord, parmi les alliés régionaux d'Israël, il y a des chiites. Je veux dire, le principal pays allié d'Israël dans la région, c'est un pays à majorité chiite, c'est l'Azerbaïdjan. La grande région, disons. Ouais. Ceci dit au passage, 25% des Iraniens sont azéris, sont d'ethnie azérie, dont le guide suprême de la révolution islamique, Khamenei. Khamenei n'est pas un Perse, c'est un azéri. L'Iran est un pays, est une mosaïque de communautés et d'ethnies. Les Perses ne constituent en Iran que 51% de la population, c'est-à-dire un petit peu plus que la moitié. En Israël, nous sommes habitués d'employer, de parler de Perses en hébreu. Notamment pour désigner les Juifs d'Iran. Mais il faut savoir que les Perses ne sont pas... tous les Iraniens ne sont pas Perses. Il y a 25% d'Azéris, souvent appelés les Turcs parce qu'ils sont turcophones. Ce sont des Azéris. Et il y a une grosse communauté kurde, de Baloutches, des Arabes aussi. Il y en a 4% au Khouzistan, dans le sud à la frontière avec l'Irak. Mais l'Azerbaïdjan étant donc un pays chiite, et le principal allié d'Israël dans la région, Israël a des relations aussi avait des relations avec l'Iran du Shah, entretient toujours des relations avec la famille impériale iranienne, avec l'opposition iranienne à l'étranger, qui est extrêmement proche d'Israël, même sur le plan des prises de position politiques. Israël a aussi de très bonnes relations avec plusieurs partis politiques et plusieurs groupes en Irak, qui sont des groupes qui faisaient partie jadis de l'opposition irakienne à l'étranger, basée à Londres, contre le régime de Saddam Hussein, et qui, à ce moment-là, avait noué des relations avec Israël, soit directement, soit à travers les États-Unis. Et donc, je veux dire... exclure comme ça tous les chiites et dire nous sommes en guerre contre les chiites, et je veux dire c'est un trop beau cadeau qui serait offert à l'Arabie Saoudite contre rien finalement, parce que cette guerre ne concerne pas Israël. Israël n'a aucun conflit avec les chiites. Israël a un litige avec un régime terroriste qui menace de le détruire, qui menace de le détruire ouvertement. Dans les arènes internationales, et qui est d'ailleurs aussi qui menace aussi d'autres pays et qui finance de la région, à la fois au plan logistique, au plan monétaire et au niveau des entraînements, qui finance le terrorisme à l'échelle régionale. C'est aussi un des problèmes. Tout à fait. Et puis parallèlement à cela aussi, il y a des groupes, je veux dire, il y a des groupes anti-israéliens qui sont sunnites. Je veux dire, le Hamas, au Yémen aussi, Israël a traditionnellement eu de mauvaises relations avec les régimes successifs. Donc, voilà, je pense qu'il serait beaucoup plus adéquat de dire les alliés régionaux d'Israël et je veux dire, parler d'un conflit opposant Israël et ses alliés au régime iranien et non pas à l'Iran chiite ou aux chiites. Vous avez fait allusion à cela tout à l'heure, j'y reviens. Si les choses venaient à se détériorer d'une manière ou d'une autre, même si on ne va pas vers un
grand clash, mais enfin qu'il y a encore des débordements et que la tension monte encore. Quel rôle donc pourrait jouer la Russie? On avait donné quelques éléments tout à l'heure, mais là précisément dans le cadre d'une hypothèse de crise un peu plus exacerbée, est-ce que la Russie de Poutine, qui veut pas non plus tourner le dos complètement aux États-Unis et qui donne en même temps à faire avec l'Iran, et comme vous le disiez, il y a des contradictions principales et secondaires, comme disaient les marxistes, entre Russes et Iraniens en Syrie, à savoir que la présence iranienne à terme gêne la Russie. Est-ce que dans le cas de crise exacerbée, la Russie de Poutine ne pourrait pas jouer un rôle modérateur pour essayer de calmer le jeu? Oui, je le pense, d'autant plus que la Russie dispose d'un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, par conséquent, le rôle de la Russie est majeur. Mais alors là aussi, il faut qu'on arrive à se libérer de l'esprit de la guerre froide. Tout ne tourne pas autour du conflit entre l'Est et l'Ouest, comme on disait. Et l'Ouest, entre les États-Unis et la Russie. À plusieurs reprises, on a vu qu'il y avait des convergences d'intérêts. D'ailleurs, les deux ont fait face au groupe État islamique et ont combattu conjointement, chacun à sa façon, chacun de son côté, le groupe Daesh. Le groupe Daesh. Chacun, bien sûr, avec des priorités géopolitiques un petit peu différentes. Les Russes n'ont réussi à s'implanter en Syrie que grâce aux Américains. Parce que... Au retrait américain, on se souvient, oui, enfin plutôt... non, ça c'est plus tardivement. Mais bon, là vraiment, c'est pas vraiment un retrait. Les Américains avaient 2000 éléments dans le nord de la Syrie qui avaient pour objectif de coordonner l'action des pilotes américains et lesquels partaient de bases en Jordanie. C'était vraiment une présence extrêmement symbolique. Non, je voulais dire par retrait la décision, pas seulement militaire, la décision axiale de l'administration Obama, voilà, de ne pas s'engager. De ne pas s'engager, plutôt. De ne pas s'engager, de ne pas envoyer de troupes en Syrie. Et on se souvient très bien des lignes rouges du président Obama. Si le régime d'Assad venait à utiliser des armes non conventionnelles, des armes chimiques, il y aurait une réaction sévère de la part des Américains, et il a même fait comprendre qu'il y aurait pu avoir une intervention américaine terrestre, un petit peu à l'image de ce qu'on a vu en Irak, même si ça aurait été de façon beaucoup moins massive et avec le concours de plusieurs autres puissances. Et que cela finalement n'a pas eu lieu pour des raisons de circonstances, entre autres, parce que David Cameron n'a pas réussi à obtenir une majorité au sein du Parlement britannique, et que les Anglais, pour aller envoyer des troupes à l'étranger, ils ont besoin d'un feu vert parlementaire. Majorité. Et puis, aux États-Unis également, l'opinion publique n'était pas très favorable à une telle démarche. Donc Obama, qui n'était pas du tout obligé à adopter la position qui a été la sienne par la suite, mais il aurait très bien pu intervenir malgré toutes ces circonstances. Il ne l'a pas fait, et s'il l'avait fait, cela n'aurait pas rencontré une forte opposition de la part des Russes. Il y avait presque un consensus, donc même si bien sûr il y a le fait que les Russes soutiennent le régime de Bachar el-Assad et que les Américains souhaitent toujours le voir disparaître à terme. On peut imaginer donc en cas de surenchère iranienne qu'il y ait quand même une médiation, une temporisation russe qui tente de calmer le jeu. Oui, en tout cas, on ne peut pas considérer la Russie comme un allié inconditionnel de la République islamique d'Iran. Et nous voyons aujourd'hui, sur le plan syrien, nous voyons comment les Russes coopèrent avec tous les acteurs régionaux et internationaux qui cherchent à endiguer la présence iranienne militaire en Syrie. Alors, dernière question de notre entretien, qui est plus sémantique et qui touche plus au travail de fond que vous faites. Vous me disiez que vous teniez à la distinction sémantique, qui est d'ailleurs pratiquée dans la presse et dans les milieux diplomatiques, entre la vieille expression, on parlait autrefois des pays arabes, du bloc arabe, etc. Et aujourd'hui, on parle beaucoup plus du Moyen-Orient. Alors expliquez-nous ce glissement sémantique. Alors, tout d'abord, ce sont deux choses très différentes. Ça n'a presque rien à voir l'un avec l'autre. Et curieusement, souvent on employait les deux expressions pour désigner la même aire géographique. Monde arabe, Moyen-Orient.
Les Français disent Proche-Orient pour des raisons... Oui, alors le Proche-Orient, c'est encore autre chose. Le Proche-Orient, c'est une partie du Moyen-Orient. C'est ça. C'est la partie méditerranéenne du Moyen-Orient. Voilà, le vent qui intéresse les intérêts français, en quelque sorte. Traditionnellement, on parle dans la littérature moyen-orientale de Proche-Orient en français lorsqu'on veut aborder la question du conflit israélo-palestinien, parce que... israélo-arabe, pardon, parce que ce sont les pays méditerranéens. Et la rubrique du quotidien de référence, entre guillemets, Le Monde, ça s'appelle Proche-Orient. Oui, vous avez raison de le souligner, tout à fait. Et alors donc, vous faites une distinction, vous notez la distinction qui a cours aujourd'hui entre cette vieille expression pays arabe et on parle beaucoup plus du Moyen-Orient. Oui, et c'est assez d'ailleurs curieux, parce que plusieurs des pays du Moyen-Orient interdisaient l'emploi de ce terme, comme le régime syrien, qui est un régime pan-arabe, bassiste, qui considère que Moyen-Orient, c'est quelque chose, c'était d'ailleurs une appellation occidentale, coloniale, un grand orientaliste français que je ne citerai pas pour ne pas le vexer. Oui. Mais une des sommités m'a dit un jour, il y a une douzaine d'années, non, on ne peut pas parler de Moyen-Orient parce que c'est pas objectif, parce que le Moyen-Orient, c'est l'Orient qui est moyen, c'est-à-dire qu'il n'est pas très loin, c'est l'Orient proche, mais par rapport à qui? Par rapport à l'Europe, donc c'est ethnocentrique et c'est donc pas objectif. Bon, ok. Mais alors que tout est subjectif. L'extrême-orient, c'est aussi subjectif. L'Europe de l'Ouest, c'est Ouest par rapport à quoi? C'est par rapport à Est. L'Amérique du Sud, elle est Sud par rapport au Nord. Rien n'est objectif. Et il contestait à l'époque cette appellation. Et aujourd'hui, il vient de sortir un livre qui comprend dans son intitulé le terme de Moyen-Orient. Moi, j'aime beaucoup parler de Moyen-Orient, je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que c'est quelque chose d'objectif. Le monde arabe, c'est une autre réalité. Moi, j'aurais tendance à parler de monde arabophone. Ce serait beaucoup plus exact. Le monde arabe, historiquement, c'est la péninsule arabique, c'est-à-dire le sud du Moyen-Orient. Le nord du Moyen-Orient, c'est le monde araméen, qui aujourd'hui encore est très influencé par la culture araméenne, ne serait-ce que dans ses différentes langues, l'hébreu, les différentes langues moyen-orientales du Nord. Non, encore aujourd'hui, ce qu'on appelle les dialectes, le dialecte arabe palestinien, le dialecte arabe libanais, le dialecte arabe syrien, ce sont des dialectes. Pourquoi des dialectes? Parce qu'ils sont un petit peu éloignés de l'arabe traditionnel, de l'arabe classique, parce qu'ils comprennent beaucoup de mots araméens, d'expressions araméennes. Les constructions des phrases se font de façon tout à fait araméenne. Et ça, c'est une réalité. Beaucoup parmi les pays dits arabes, les pays membres de la Ligue arabe, sont des pays qui n'ont rien à voir avec l'histoire arabe, qui ne sont même pas arabophones. La Somalie, qui parle arabe aujourd'hui en Somalie, sauf le président, peut-être, qui a fait quelques années d'études à Al-Azhar, l'université islamique du Caire, quand il était jeune. Oui, on dit arabo-musulman, des fois. Djibouti, c'est un pays arabe, mais qui parle arabe à Djibouti. Les îles Comores, en Mauritanie, il y a beaucoup de tribus qui ne sont pas arabophones, dans le Soudan également. Donc, il y a une Ligue arabe, c'est une organisation politique, et d'ailleurs, il y a des pays qui ne sont pas du tout arabes, qui cherchent ni même arabophones, qui en font partie. D'autres cherchent à l'intégrer. Le Tchad a obtenu il n'y a pas longtemps un siège d'observateur, exactement, au sein de la Ligue arabe. Je veux dire, Israël, objectivement, est beaucoup plus arabe que beaucoup de pays membres de la Ligue arabe. Quand on sait que beaucoup de juifs en Israël sont arabophones, entre autres, qu'il y a une importante communauté arabe en Israël, et que la langue mère, la langue principale en Israël, l'hébreu, est beaucoup plus proche de l'arabe que plusieurs langues de pays membres de la Ligue arabe. Moyen-Orient, c'est quelque chose de différent. C'est une région basée sur un critère objectif, non pas sur la religion, l'islam, non pas sur la langue arabe, mais sur le territoire. Et lorsqu'aujourd'hui on parle de Moyen-Orient, on a aujourd'hui une vision de plus en plus précise de Moyen-Orient. Par le passé, c'était très vague. Vous avez évoqué la dualité Moyen-Orient, Proche-Orient dans la presse française. Le président Chirac, dans une visite à Bakou, parlait de l'Azerbaïdjan comme d'un modèle de laïcité pour les pays du Moyen-Orient. Il considérait donc l'Azerbaïdjan comme un pays un lapsus du Moyen-Orient. Le président Bush fils parlait d'un grand Moyen-Orient qui allait du Maroc jusqu'en Indonésie. On peut d'ailleurs se demander si c'était pas une façon pudique de désigner le monde à majorité musulmane. Le Moyen-Orient, c'est un noyau arabo-kurdo-hébraïque entouré de 3 grandes civilisations plus ou moins équivalentes sur le plan de la superficie
et sur le plan du nombre d'habitants, à savoir l'Égypte, la Turquie et l'Iran. Égypte, Turquie, Iran et tout ce qui est au milieu, c'est ça le Moyen-Orient. C'est un terme qui était interdit par les régimes baassistes, par l'Irak et la Syrie, parce qu'il était considéré comme un affront vis-à-vis à leur identité, leur projet politique aussi. Un projet politique aussi, dans lequel Israël avait sa place. Israël n'est pas un intrus du tout dans un Moyen-Orient. Alors que dans un monde arabe, Israël est le seul pays qui ne se définit pas ou qui n'est pas considéré comme un pays arabe, alors qu'encore une fois, il est beaucoup plus arabe que plusieurs pays membres de la Ligue arabe. Arabophone, disons. Arabophone, oui, bien sûr. De toute façon, arabe... Les seuls Arabes, ce sont les pays du sud du Moyen-Orient. Aujourd'hui, en Syrie, il y a un quotidien qui s'appelle le Moyen-Orient. Le président syrien parle de Moyen-Orient. Tous les acteurs aujourd'hui, la plupart des acteurs qui jouent un rôle important en Syrie sont des acteurs qui ne sont pas arabes et qui sont pour la plupart moyen-orientaux. L'Iran, la Turquie, et puis d'autres groupes, les Kurdes, les milices kurdes, avec lesquelles le régime d'Assad aussi a des relations. Assad, dans son grand désespoir, cherche même à attirer la sympathie des Kurdes pro-américains et à établir des relations avec eux. On sait qu'ils sont dans une situation un petit peu fragile. Après le retrait de ces 2000 éléments américains et l'avancée des Turcs, le régime d'Assad cherche à les avoir dans son camp. Donc on voit vraiment qu'il y a une révolution sur le plan géopolitique sur ce... Mais je vous remercie. On parle plus que jamais de Moyen-Orient. Alors justement, c'est en fait en conclusion de notre entretien, cette remarque sémantique a toute son importance parce que c'est en fait en tant qu'observateur géopolitique que vous restituez le sens de l'expression Moyen-Orient qui prévaut sur toutes les autres utilisées par le passé. Eh bien, nous arrivons au terme de notre magazine hebdomadaire. Merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.